Salut Catherine et Pablo. Salut Pierre, salut Salut. Pablo. Débrief du dimanche, comme chaque dimanche. Aujourd'hui, on va essayer de faire un tour d'actualité. On va parler évidemment de la primaire des écologistes, le second tour qui se termine mardi prochain. On va parler aussi du congrès des Républicains. Ils viennent de décider finalement de ne pas faire de primaire chez les Républicains. Et puis on va parler aussi de des élections en Allemagne, dont on devrait connaître les résultats ce soir. Mais d'abord, pour commencer, on va peut-être aller rapidement faire dire un mot quand même de ce débat, de cet événement, parce que c'est quand même un événement, 4 millions de téléspectateurs devant Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour pour le débat de BFM. D'abord, avant d'aller sur le fond de cette affaire, qu'est-ce que ça dit de l'intérêt qu'a suscité ce débat? 4 millions, c'est inédit. BFM était devant tout le monde, TF1, France 2, il paraît qu'il y a des réunions de crise au sein des différentes rédactions de ces chaînes-là. Qu'est-ce que ça dit, ce chiffre des 4 millions? Je ne sais pas si c'est beaucoup plus que si ça avait été sur France 2. Je ne sais pas combien fait France 2 quand ils font. Ils font à peu près 2,5 millions. D'habitude, là, ils étaient à 1 million, France 2. Il y avait, il faut le dire, effectivement, un débat politique entre Darmanin et Pécresse ce soir-là sur France 2, qui n'a donc pas été très suivi. D'accord. De toute façon, c'est 4 millions auxquels s'ajoutent, là tout à l'heure j'ai vu sur les réseaux sociaux, sur YouTube, il y a 1 million plus de vues en replay. Donc c'est quand même un événement politique assez considérable. Parce que déjà, ça montre qu'on peut parler de politique et intéresser beaucoup, beaucoup de monde. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'évidemment, je crois que cette confrontation sur, au fond, deux visions assez radicalement et que chacun s'est radicalement opposé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de surprise dans l'opposition entre les deux points de vue et qu'il était attendu. Ce qu'on attendait, c'était la puissance des arguments de l'un et de l'autre. Et c'est ça qui a été regardé, écouté, à mon avis, avec attention. Moi, je suis quand même toujours un peu dérangé par la réduction. Catherine, tu dis c'était un moment politique. Je suis pas certain en fait que ça soit véritablement un moment politique. Je suis pas sûr qu'aujourd'hui on puisse réduire en fait la politique à un débat en plus où d'un côté, du coup, on avait quand même un type qui est profondément raciste et qui l'a rappelé, profondément xénophobe, profondément sexiste. C'est revenu plusieurs fois dans le débat. Je trouve ça un peu gênant. Après, c'était un pari de la part du camp adverse, c'est-à-dire de Jean-Luc Mélenchon. C'était une façon en fait de s'adresser. Aujourd'hui, on n'a plus tellement de solutions en fait pour s'adresser à l'extrême droite, enfin pour plutôt adresser le problème de l'extrême droite, c'est-à-dire que l'extrême droite ne fait que monter depuis 30 ou 40 ans. Là, Jean-Luc Mélenchon fait une proposition en fait que de dire bon bah je vais aller au front, on va organiser un débat l'un contre l'autre, mais je suis vraiment pas certain en fait que c'est comme ça qu'on puisse qu'on puisse se féliciter en fait du fait que ce débat ait été très suivi. Je sais pas en fait ce que les gens ont regardé lorsqu'ils ont regardé Jean-Luc Mélenchon face à Éric Zemmour. Je suis pas sûr qu'ils soient allés chercher en fait un débat politique. Je pense qu'ils sont allés chercher un débat de coq, un clash. Ils sont allés chercher énormément de choses, mais je suis pas certain parce que par exemple, si tu prends par exemple le camp de la gauche, les gens de gauche en fait qui ont regardé le débat, ils sont pas allés écouter en fait ce qu'allait dire Éric Zemmour sur sa vision de la France. Non, De la même ils sont façon. allés écouter la contradiction qui était portée à Éric Zemmour, sans doute. S'il y a 4 millions s'il y a eu 4 millions de téléspectateurs, c'est en moyenne. Ça veut dire que quand même les gens sont restés lors du débat. Ils ont bien vu qu'il n'y a pas eu de clash, à part au début Zemmour qui a cherché à être un peu tendu et à essayer de clasher Jean-Luc Mélenchon. Ils ont eu, donc peut-être pas un débat politique comme on en a l'habitude, parce que c'était plus de l'idéologie, c'était plus deux idéologies qui s'affrontaient. Mais on ne peut pas dire que les gens ne se soient pas intéressés, ou alors c'est prendre les Français ou ceux qui sont venus devant leur écran Non, pas pour du les tout. demeurer, quoi. Moi, je trouve ça très intéressant. Moi, je l'ai regardé. Hein. Moi, j'ai même pris plaisir parfois à regarder ce débat. Mais je suis pas certain, en fait, que ça soit positif et pour la politique et pour la démocratie. Mais du coup, Catherine, toi, tu penses quoi? Quels peuvent être les effets d'un pareil débat? Je ne sais pas encore quels ont été les effets. Je ne sais pas si les arguments de Jean-Luc Mélenchon ont porté. En tout cas, ça a montré qu'il y avait une partie de la gauche qui avait décidé de s'opposer frontalement à Éric Zemmour. Donc ça, c'est un signal assez fort qui a été entendu, à mon avis, qui a été vu. Mélenchon a été au départ même extrêmement vigoureux quand il a commencé par dire à Éric Zemmour qu'il était un raciste. Il n'a pas mâché ses mots. Et donc, il a pris vraiment la défense pendant toute l'émission
d'une société ouverte dans laquelle tout un chacun a sa place, que l'on soit musulman, juif, chrétien ou rien du tout, quoi. Donc, moi, j'ai l'impression que le discours de Mélenchon a été assez clair, assez articulé, assez énoncé. Maintenant, je reste légèrement sur ma faim parce que, au fond, je ne sais pas s'il y a besoin d'être face à Zemmour pour développer la vision que Jean-Luc Mélenchon a, qu'il a su faire à d'autres occasions, dans des grands meetings, dans des grandes prises de parole, où il sait dire son regard sur l'avenir de la France et son identité même. Et que là, ça l'amenait des fois à discuter de trucs qui n'avaient ni queue ni tête, de discussions sur les chiffres de Zemmour, etc. Bon, enfin, voilà, je pense qu'on a pu entendre sur un espace grand public la vision, les deux visions qui s'opposent et qui sont vraiment des visions politiques. Moi, je pense qu'on était même dans un haut sommet de la politique. C'est pas que Zemmour soit un haut sommet de la politique, c'est que les enjeux de ce qui s'est discuté, à mon avis, c'est le cœur de la politique. Ça, c'était très bien. Je reste sur ma faim concernant la forme débat avec Zemmour, quoi. Ok, à suivre. L'autre sujet, c'est la primaire des écologistes. On est en pleine période du second tour puisque le vote a commencé hier pour départager Sandrine Rousseau de Yannick Jadot. Donc les résultats seront connus mardi. A émergé dans le débat public cette espèce d'opposition. On a voulu enfermer, ou en tout cas, on a décrit beaucoup Sandrine Rousseau comme étant la représentante de l'écologie radicale, de l'écoféminisme. De l'autre côté, Yannick Jadot serait le candidat de l'écologie de gouvernement. Ça vous paraît juste? C'est quoi ces concepts? Ça vous paraissait juste? Ça vous paraît vraiment être deux incarnations différentes de l'écologie qui se jouent là? Moi, je pense que ce sont, hélas, surtout des positionnements en fait sur un échiquier politique et pour essayer de proposer deux offres différentes au sein de cette comment on dit, cette nébuleuse que seraient les écologistes, en fait, pour les 120 000 personnes qui sont inscrites à la primaire des écologistes. Donc, en fait, vous avez Sandrine Rousseau qui, elle, du coup, comme tu l'as dit, Pierre, est allée plutôt du côté de l'écologie radicale et Yannick Jadot, mais elle a construit, en fait, son discours au fur et à mesure de la campagne. Elle l'a étoffé, elle l'a articulé, elle a réussi, en fait, à articuler, par exemple, toutes les questions, on en a déjà parlé, mais toutes les questions des dominations, la domination de l'homme sur la nature, la domination de l'homme sur la femme, la domination du blanc sur le noir, la domination des hétérosexuels sur les homosexuels. Et elle a réussi à articuler tout ça au fur et à mesure de la campagne pour arriver en fin de campagne à un discours qui, pour le coup, est vraiment radical et veut vraiment, à mon avis, renverser la table. D'un autre côté, vous avez Yannick Jadot qui, de toutes les façons, représente, lui, il a un autre parcours, en fait. Bon, il vient du militantisme chez Greenpeace, mais ensuite, il est député européen, donc sa plus-value, finalement, ça va être de savoir mettre un peu j'allais dire de l'eau dans son vin, mais ça va être, non, mais d'essayer d'envisager, en fait, un consensus, parce que le Parlement européen, c'est le lieu du consensus. On arrive à faire des consensus entre Die Linke, qui est un groupe de gauche plutôt radical, et parfois, ils sont capables de signer Des lois? des textes avec la droite parfois assez radicale. Donc c'est vraiment le lieu du consensus, le Parlement européen. Et je pense que Yannick Jadot, il en est l'usufruit. Il propose ça, en fait, aux Verts, en étant aussi plus central, c'est-à-dire en faisant, en vérité, vous avez tous les cadres, c'était absolument fou dans l'entre-deux-tours. Tous les cadres d'Europe Écologie Les Verts, pratiquement, ont appelé à voter Yannick Jadot. Il n'y en a presque aucun qui a appelé à voter Sandrine Rousseau. Pourquoi? Parce que pour eux, pour ces cadres d'Europe Écologie Les Verts-là, ils représentent une possibilité, une meilleure possibilité de faire un score en 2022 pour la présidentielle, contrairement à Sandrine Rousseau, dont on voit pas trop, dont les gens n'arrivent pas trop à imaginer, dont ces cadres, pardon, n'arrivent pas trop à imaginer quels pourraient être les contours de sa campagne et surtout la base sur laquelle elle pourrait s'appuyer pour faire, par exemple, plus de 5%. Catherine, l'ancien député écologiste Sergio Coronado nous a livré pour Regard une tribune qu'on a publiée hier et dans laquelle il dit
Depuis dimanche dernier, c'est un basculement général des cadres et des élus en faveur de Jadot, parfois avec les arguments mêmes qu'ils avaient avant contestés, parfois aussi avec le lexique d'une condescendance misogyne. Pourquoi il y a cette espèce de tout sauf Rousseau au sein d'Europe Écologie Les Verts? Moi, je pense que c'est pas une question d'abord de misogynie. Très sincèrement, on va en parler après à propos des LR, où là, je pense qu'il y a de la misogynie dans l'air. On n'a Là, pas, t'as pas le sentiment qu'il se joue comme bah, quelque chose qui s'est joué avec Ségolène Royal au PS? bah non, moi je crois Auprès de pas. Rousseau? Non. Moi je crois pas. Je pense que le basculement des cadres du côté de Jadot est un basculement politique. Je ne vois pas ce qui nous permet de dire que Eva Joly est misogyne, tu vois, par exemple. Mm. On, je pense qu'il y a deux paris politiques qui sont faits, qui sont différents et qui, j'avoue être moi tentée par celui de Sandrine Rousseau, mais je vais dire pourquoi je pense qu'on n'y est pas complètement. C'est-à-dire qu'il y a une appréciation, une réflexion sur l'état de la société française, qu'est-ce qu'elle est capable de soutenir comme projet écologiste. Et Sandrine Rousseau dit il faut un projet global, ça je pense que c'est une évidence, et un projet radical. Ce n'est pas, on ne lui colle pas ça sur le dos, c'est elle qui l'endosse et qui l'endosse avec une exigence assez grande, ce qui fait que Sandrine Rousseau monte un peu sur tous les tableaux, elle y va, quoi. Par exemple, on l'interroge sur des sujets où elle, au lieu de botter en touche, elle donne son avis et je peux comprendre la cohérence de son avis, mais du coup, ça a tendance éventuellement à la cornériser. Elle prend position en faveur de l'interdiction de la chasse au loup et elle envoie dans les dents de Yannick Jadot que lui, il dit « moi je suis pour des tirs de régulation ». Elle lui dit « non, mais donc ça veut dire que tu es pour la chasse au loup ». Donc elle lui reproche d'une certaine manière sa langue de bois, d'être un vieux politicien et qu'elle va dire les choses de façon cash, claire et nette et elle n'hésite pas à y aller. Mais ce que je pense, c'est que ce faisant, d'abord, elle met un peu tous les combats au même niveau. Et deuxièmement, elle passe à côté de quelque chose qui est aussi l'objet de la politique, qui est de construire une adhésion, un partage. On ne peut pas, on ne fera pas contre. Et je trouve qu'il y a un exemple très significatif. Elle dit qu'elle est pour la démobilité. Donc, c'est un mot qui est un peu barbare, un peu complexe à comprendre. Et Anne Hidalgo l'avait dit d'une autre manière dans sa campagne. Elle avait dit « je suis pour la ville du quart d'heure ». C'est la même idée. C'est-à-dire, c'est d'avoir proche de soi les services du quotidien sans avoir à prendre sa voiture à tout bout de champ. Je trouve qu'il y a une façon de raconter l'histoire qui est cassante chez Rousseau et qui n'est pas… elle ne cherche pas, elle cherche à faire le clash parce que probablement elle pense que cette frontalité du discours, c'est ce qui va mobiliser. Alors là, elle est dans la période primaire. Je crois qu'elle a peut-être raison de le faire dans la période primaire. Par contre, je suis à peu près certaine qu'elle ne peut pas aller très haut à l'élection présidentielle si elle n'élargit pas et ne reconstruit pas, non pas le contenu de ses idées, mais sa façon de faire adhérer à ses idées et par ailleurs savoir aussi se mettre en retrait. Elle est contre le présidentialisme, elle n'est pas obligée de prendre position sur absolument tous les sujets que vont lui tendre les journalistes les uns après les autres. Qu'est-ce que ça change, Pablo, que ce soit Jadot ou Rousseau mardi prochain, choisi par les écologistes pour la gauche d'une manière générale? Ah bah, ça change tout. Enfin, ça rebat, les cartes seront rebattues, peu importe le candidat, seront rebattues, mais de deux façons complètement différentes. Si c'est Yannick Jadot, évidemment, va y avoir un petit problème pour la candidature socialiste, qui est celle d'Anne Hidalgo, puisqu'ils vont être exactement sur les mêmes plates-bandes. Donc, il va falloir, au bout d'un moment, qu'ils décident lequel des deux va y aller. Ils ne peuvent pas tous les deux représenter l'écologie de gouvernement et la social-démocratie écologiste que pourrait représenter Anne Hidalgo. Donc, il va falloir qu'ils fassent un choix. Et d'un autre côté, donc là, pour le coup, ça laisserait le champ totalement libre à Jean-Luc Mélenchon sur sa gauche. En revanche, si c'est Sandrine Rousseau, là, va y avoir un problème avec Jean-Luc Mélenchon, puisque pour le coup, ils présentent dans leur radicalité, hein, dont Catherine a parlé tout à l'heure, ils présentent des projets qui ne sont pas exactement les mêmes, mais pour le coup, je pense que beaucoup des sympathisants de la France insoumise pourraient se reconnaître plus en Sandrine Rousseau qu'en Jean-Luc Mélenchon. D'abord parce que l'incarnation, et c'est important l'incarnation dans une
course à la présidentielle de la Ve République, elle est importante. Et d'un côté, vous avez genre un homme qui se présente pour la 3e fois, qui a 70 ans, et de l'autre côté, vous aurez une femme qui a à peu près le même discours, peut-être qui enflamme moins les foules lorsqu'elle en fait des discours, mais voilà, elle aura cette force d'avoir 50 ans, d'être une femme et de se présenter pour la première fois à l'élection présidentielle. Et ça pourrait évidemment grappiller sur son électorat, quoi, à Jean-Luc Mélenchon. Dans les deux cas, Catherine Pablo dit que si c'est Sandrine Rousseau, elle mangera l'espace de Mélenchon, ou si c'est Jadot, Jadot mangera l'espace d'Hidalgo. Est-ce qu'il est possible, compte tenu de ce qu'on voit, les sondages, allez, même si on peut critiquer les sondages, mais on voit bien quand même que la gauche est quand même très peu en forme, est-ce qu'on peut imaginer l'un ou l'autre qui se désiste pour Jadot, pour Hidalgo, Hidalgo pour Jadot, et inversement Rousseau pour Mélenchon, Mélenchon pour Rousseau? Moi, je n'y crois pas du tout. Je ne crois pas du tout qu'il va y avoir des désistements. Je ne crois pas qu'on retrouvera l'espèce de truc incroyable qui s'est produit en 2017 avec le retrait de Jadot. Je pense que tout le monde ira jusqu'au bout. En revanche, ce que je crois possible, et notamment si à droite, on a un paysage avec 4 candidats, enfin Macron, Bertrand très probablement, Zemmour et Marine Le Pen, c'est-à-dire si on a un seuil de qualification au second tour qui, de ce fait, baisse, c'est-à-dire que si on peut penser accéder au second tour à 17-18%, je pense que là, ça va devenir très, très, très tendu à gauche parce que du coup, il peut se produire un peu ce qui s'est passé en 2017. Jean-Luc Mélenchon, d'une certaine manière, a représenté le vote utile à gauche. Quand on était de gauche et si on n'était pas ulcéré par le discours de Jean-Luc Mélenchon, on votait pour Jean-Luc Mélenchon pour avoir l'espoir que quelqu'un accède au second tour. Il peut se produire la même chose cette fois-ci, c'est-à-dire qu'un des 4, parce que je pense qu'ils vont rester candidats, pourquoi j'ai dit 4-3, il va y avoir un candidat, et puis il y aura le Parti communiste, il y aura un candidat écologiste, un candidat socialiste, un candidat communiste et Jean-Luc Mélenchon pour la France insoumise. Et Arnaud Montebourg. Et Arnaud Montebourg, tu n'as pas tort de dire qu'il ne va pas contribuer aussi à perturber le jeu. Il y en a un d'entre eux, à mon avis, qui va finir par émerger. Et donc, la question pour boucler sur cette discussion sur les écologistes, c'est que je pense qu'il y a des différences de programme, de force, de cohérence, etc. Mais il y a surtout un pari sur la dynamique. Qui va enclencher de la dynamique? Est-ce que c'est Sandrine Rousseau avec son adéquation avec les nouvelles mobilisations? Moi, je pense qu'elle parie sur ça, elle parie sur cet ancrage dans la jeunesse et dans les mobilisations contemporaines, tandis que Yannick Jadot parie sur le partage plus large de la sensibilité écologiste et l'inquiétude face au réchauffement climatique. Je ne sais pas comment tout ça va se bouger, mais en tout cas, ce que je ne crois pas, c'est je ne pense pas qu'à l'arrivée, il y aura un émiettement entre tous les candidats. Je pense que l'un d'entre eux va émerger. On va en venir aux Républicains, mais d'abord, allez, tous les deux, un pronostic mardi prochain qui gagne. Moi, je pense que c'est Sandrine Rousseau. Pablo? Non, moi, je n'ai absolument aucune idée. En fait, je n'arrive pas à comprendre, parce que personne n'a réussi à me dire, ni à Europe Écologie, ni ailleurs, qui sont ces 120 000 personnes qui se sont inscrites pour la primaire. Pablo, Il y en a moins de 20 000 en fait, qui sont des adhérents d'Europe Écologie Les Verts, mais le reste, c'est quoi? C'est qui? On ne sait pas. C'est des féministes, c'est des insoumis, c'est des gens qui sont déjà sympathisants d'autres partis de gauche. On ne sait pas. Non, mais ça peut être. C'est 20% qui ont voté pour Bateau, 20% qui ont voté pour Piolle et Non, mais 20 d'accord. autres pourcents qui ont voté pour Jadot. Donc on pourrait se dire quand même que l'électorat d'une Rousseau, de l'électorat d'une Bateau et d'un Piolle pourrait être assez tenté d'un vote pour Sandrine Non, mais Rousseau. la question c'est est-ce que les 20% par exemple qui ont voté pour Éric Piolle ou les 20% qui ont voté ou 25% qui ont voté pour Delphine Bateau, est-ce que c'est les équipes de Delphine Bateau qui les ont inscrits? Enfin, je veux dire, est-ce que c'est le capital, c'est genre 20 000 personnes? Est-ce que c'est la force de frappe de l'équipe de Delphine Bateau? Auquel cas, l'appel à voter de Delphine Bateau pour l'un ou l'autre candidat ou enfin les affinités équipes pourraient jouer, mais sinon, si ce sont juste des gens qui se sont inscrits comme ça à Paris, à Rouen ou je ne sais où sur la primaire, ben, on peut pas savoir où va aller leur vote. Moi, j'ai un problème, je ne connais pas la sociologie de ces 120 000 personnes. Oui, mais on peut voir une dynamique. Enfin, moi, je suis d'accord avec toi, je ne sais pas. C'est-à-dire qu'on fait du marc de café là, hein. Mais bon, je pense que du côté de Sandrine Rousseau, il y a une dynamique, tandis que Yannick Jadot, finalement, n'a pas réussi à convaincre au premier tour. Il n'a pas réussi à enclencher de la dynamique autour de cette crédibilité qu'il
prétend incarner. Je n'ai pas eu l'impression qu'il l'avait mieux porté dans les débats de l'entre-deux tours. Voilà, moi j'ai l'impression que le vent est plutôt du côté de Sandrine Rousseau. Mais à mon avis, il ne faut pas s'illusionner sur est-ce que cette trajectoire-là peut conduire à faire une bonne campagne pour l'élection présidentielle. Ça, moi, pour le coup, je pense qu'il y a vraiment du travail à On en reparlera. Voilà. Allez, on va parler de la droite un peu. Les Républicains donc, viennent de décider qu'il n'y aura pas de primaire. Et donc, ce sera la réunion d'un congrès qui devra trancher le candidat qui représentera la droite, puisque ce ne sera pas le candidat des Républicains, mais ce sera le candidat qui aura demandé, qui aura sollicité l'investiture des Républicains, ce qui laisse une porte ouverte à Valérie Pécresse et à Xavier Bertrand, qui ont fait savoir qu'ils solliciteraient visiblement le soutien de ce parti. Est-ce que ça n'est pas là une rampe de lancement toute tracée pour Xavier Bertrand? Oh non, je ne pense pas. Vas-y, Pablo. Ah non, moi je pense pas. Moi je pense que l'hypothèse Bertrand, c'est une hypothèse qui à ce stade est tout à fait crédible, qu'effectivement le vote par non, honnêtement, le vote justement par les adhérents à LR, il va pas dans le sens de Xavier Bertrand. Xavier Bertrand, enfin, je le rappelle, il a quitté LR avec pertes et fracas il y a plusieurs années, avec énormément de gens qui lui en veulent, mais vraiment beaucoup, beaucoup, notamment des cadres, mais pas uniquement. Hein, enfin, alors même que et c'est là que moi je pense que Valérie Pécresse, en fait, elle a toutes ses chances. Elle a quitté les Républicains eux aussi. Oui, mais avec beaucoup moins de fracas. Et les militants et les adhérents de LR lui en veulent beaucoup moins, en fait, d'avoir quitté le navire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que de toute façon… Juste, je te contredis pas, mais je te dis juste quand même qu'aujourd'hui, il y a un grand sondage dans le JDD qui montre que Xavier Bertrand est archi dominant. Il domine tous ses concurrents chez les sympathisants des Républicains, que ce soit pour battre Macron. Les sympathisants, pas forcément les adhérents. Non, bien sûr, tu as raison, mais je veux dire, les chiffres, on est à 63% contre 11% pour Pécresse et Barnier, tu vois, par exemple. Donc, on est de toutes les façons, moi, je suis persuadé, là, vous allez avoir des réunions toutes les semaines avec Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, Michel Barnier, et que ces gens-là vont se rencontrer avec Gilles Jacob, qui est le patron du parti, et avec aussi, je pense, des gens comme Laurent Wauquiez, en fait, qui pèsent énormément, en fait, dans le parti. Hein. On oublie souvent Laurent Wauquiez de l'équation, mais il y a énormément d'adhérents à LR qui lui sont largement favorables. Donc, je pense qu'ils vont se réunir toutes les semaines et que c'est eux, dans leur tout petit endroit avec 5-6 personnes, qui vont décider avant le congrès qui sera le candidat. Alors, mais pour l'instant, c'est pas Gilles et là, c'est vrai que Xavier Bertrand, vu les sondages, il part plutôt gagnant. C'est pas Gilles Jacob, mais Christian Jacob. Mais il a fait plutôt une bonne opération, quand même, Christian Jacob, Catherine. Oui, alors moi, ce que je pense, c'est qu'il est tout à fait urgent pour les LR de se mettre à rentrer dans la campagne parce qu'en fait, il y a une espèce d'accélération de la campagne. De fait, ce quinquennat a presque mis en campagne permanente le fait Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Enfin, je veux dire, ils sont depuis 2017, ils sont en campagne, l'un et l'autre. Et là, on voit une accélération du rythme de la campagne. Et je pense que Zemmour est en train de menacer véritablement la droite. Donc, ils ont intérêt à y aller vite et à y aller vite de façon unie. Et je pense que c'est ça qui a conduit à cette décision. Moi, je pense en effet que c'est très favorable à Xavier Bertrand parce que d'une certaine manière, il coche un certain nombre de cases. Alors, la première, c'est qu'il est capable il a fait un bon résultat face à l'extrême droite et face à Macron. Quand même, Macron y a envoyé tout ce qu'il a pu comme ministre pour le laminer dans le Nord et il a réussi à battre et l'un et l'autre. Donc, je pense que ça, c'est quand même, du point de vue du succès politique, indéniable pour Xavier Bertrand. L'autre chose qui me semble être de son côté, c'est qu'il est en rupture d'image avec Macron. Ce qui n'est pas le cas de Valérie Pécresse. C'est-à-dire qu'elle apparaît comme faisant partie de l'élite parisienne, présidente de région, énarque, etc. Xavier Bertrand, ce n'est pas du tout cette image-là qu'il a. Il a vraiment une image beaucoup plus populaire et qui correspond à une droite populaire
qui est plus ancré dans les territoires, en province, etc. Et je pense que de ce point de vue, il constitue une rupture d'image. Et je note, moi, que depuis maintenant un certain nombre d'années, à défaut d'avoir une alternative politique, les Français font des ruptures dans le style de gouvernement. Et je crois que on peut penser que ce n'est rien. Moi, je pense que ce n'est pas complètement sans importance. On a vu que le style Macron a quand même beaucoup compté dans ce quinquennat, et que donc Bertrand va chercher à s'opposer dans le style. Ceci étant, ce que je pense, c'est que la droite est devant un très sérieux problème avec Zemmour, qui a comme objectif central de réunir la droite, enfin de tracer des ponts entre la droite et l'extrême droite, et que pour l'instant, la droite n'a pas su contrer cette affaire. Alors, Xavier Bertrand essaye un concept qui est la France des territoires. Moi, je pense que ça ne marche pas. Je pense que tout le monde s'en fout, que ce n'est pas le sujet, et que Zemmour pilonne sur des positions très libérales et qui embrassent tout le territoire de la droite, et que Xavier Bertrand se trouve réduit à dire des bêtises et des inepties type 1 an de prison sans discussion et sans procès, enfin des choses qui n'ont aucun sens du point de vue des droits humains, et donc il est acculé à dire des choses ineptes, et donc pour l'instant, je pense que la droite n'a pas trouvé comment se desserrer de l'étau et d'un étau qui se resserre avec la présence de Zemmour, la présence politique et médiatique de Zemmour. Là où tu as raison, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on ne sait plus trop où habitent les Républicains. Et comme on ne sait plus où ils habitent, on se dit que l'irruption d'Éric Zemmour dans le paysage, entre guillemets, politique, enfin, au moins médiatique, va faire qu'ils vont dériver, en fait, avec Éric Zemmour. Précisément parce qu'aujourd'hui, on est incapable de lire dans leurs discours, dans leurs récits, on est incapable de lire où est-ce qu'ils en sont exactement sur toutes les questions dont tu as parlé, les questions d'immigration, les questions régaliennes, les questions de sécurité. Il y a une espèce de flou artistique qui tend souvent vers l'extrême droite, mais en vérité, parfois, comme tu l'as rappelé, Xavier Bertrand a battu et a même bien battu l'extrême droite dans les Hauts-de-France. Ils ont quand même cette volonté qu'il y ait une digue entre eux et l'extrême droite, tout en dérivant avec eux. Donc je pense que vraiment, tu as raison, Catherine, l'enjeu, ça va être qu'ils arrivent à construire en fait un discours cohérent qui ne s'accommode pas des thèmes portés par Éric Zemmour et Marine Le Pen. Donc tu dis que la France du territoire, c'est pourri. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Je pense que ça peut parler. Aujourd'hui, ce n'est pas très étoffé. Ça, c'est certain. Hein. J'ai écouté plusieurs fois Xavier Bertrand. Je ne suis pas convaincu que ça puisse être un axe programmatique vraiment très fort. Mais je trouve que l'intuition n'est pas mauvaise. Et encore une fois, et aussi pour casser le centralisme et le parisianisme de la politique d'Emmanuel Macron, je pense que c'est pas si idiot que ça. Allez, on passe au dernier sujet. La droite, elle est jacobine, hein, elle n'est pas, tu vois, elle n'est pas tellement. Et par ailleurs, un dernier tout petit mot, dans la difficulté de la droite, c'est que quand même, les grands poids lourds de la droite qui sont du côté d'Emmanuel Macron vont compter. C'est-à-dire qu'il y a une partie de la droite qui n'a pas du tout l'intention de se laisser embarquer dans les discours racistes de Zemmour ou de Ciotti, et qui, du coup, peuvent être tentés du côté de chez Macron, vu que Macron, maintenant, enfin, je veux dire, tout à l'heure, je disais, 4 candidats de droite, ça me paraît absolument évident, et l'entrée en campagne de Philippe à côté de Macron le conforte de ce point de vue. On passe au vote en Allemagne. Aujourd'hui, il va y avoir un résultat important qui sera connu ce soir, même si depuis quelques jours, c'est l'incertitude qui domine, puisque les sondages indiquent que la CDU d'Angela Merkel, la sortante, serait à touche-touche avec les sociodémocrates du SPD de Olaf Scholz. Les Verts arriveraient en 3e position, donc un peu faiseurs de roi dans le cadre de coalition. Ils seront inévitables, même si on les estimait gagnants de ces élections il y a encore quelques mois, puisque Annalena Baerbock était donnée vainqueur comme chancelière en succession Angela Merkel. Quelle lecture vous allez... Bon, on ne connaît pas les résultats, mais on sait déjà qu'il va y avoir à peu près il y a 5 types de coalitions possibles. La seule coalition qui n'est pas possible, c'est
une éventuelle participation au gouvernement de l'extrême droite. Donc ça va d'une coalition très à gauche du SPD avec Linke qui fait un très mauvais score visiblement, qui serait à 6%, et les Verts, en passant par une coalition dite jamaïque qui serait de la CDU avec les libéraux et les Verts. Enfin, tout type de coalitions sont possibles. Mais en gros, c'est quoi la lecture qu'il faut faire de ces élections, et c'est quoi surtout les enjeux à la fois pour l'Allemagne et peut-être pour l'Europe et nous, les Français? Moi, je dirais comme ça que la chose que je retiens, c'est que la social-démocratie qui était au fond du trou est en train de se réinstaller, pas du tout au niveau où elle était à la fin des années, à la fin du XXe siècle, mais quand même qu'elle reprend un peu de tenue. Elle est bien installée en Espagne, au Portugal, assez solidement, et qu'elle semble pouvoir reprendre le pouvoir en Allemagne, pas du tout au niveau où elle était à 35-40%, mais malgré tout, elle pourrait reprendre le leadership en Allemagne. Donc ça me paraît une évolution à l'échelle européenne et pour nos sociétés politiques relativement importante, et elle le fait sans avoir fait d'aggiornamento sur le fond, sur son social-libéralisme qu'elle avait développé avec Schröder. Ils ne sont pas revenus là-dessus et ils se remodernisent autour de la question écologique, c'est-à-dire que ça leur donne un petit ballon d'oxygène. Bon, voilà ce que je retiens. Je retiens aussi que l'Allemagne était comme l'Angleterre un pays bipartisan et que c'est totalement éclaté. En Angleterre, c'est fait, et en Allemagne aussi, avec 6 partis qui comptent dans le pays. 3 plus plus petits, mais néanmoins, on n'est plus du tout dans le système clair SPD-CDU, SPD, quoi. Et ça me semble être lié aux troubles des sociétés européennes qui ont à voir avec ce qu'on disait avant, c'est-à-dire que la social-démocratie s'est beaucoup rapprochée des positions libérales, les a épousées, et du coup, l'alternative n'est plus claire et ça éclate complètement l'offre politique dans tous les pays en Europe. Pablo, ton Ouais, avis? très rapidement par rapport à la question du bipartisme là que tu abordais, tu as raison de dire que maintenant il faut des grandes on parle de coalition dans lequel les anciens partis seraient plus aussi dominants qu'auparavant. Il n'en demeure pas moins que la percée dont on parlait tout à l'heure des Grünen, on imaginait qu'il pourrait y avoir une percée de Die Grünen qui pourrait avoir un chancelier ou une chancelière. Bah, ça n'a pas été le cas. Donc ça veut dire que genre, l'écologie politique, mine de rien, même en Allemagne, qui est un pays pourtant qui a pris à bras le corps ces questions-là, hein, ils en parlent énormément dans les journaux, dans les médias, dans les partis politiques, et ben, même en Allemagne, et ben, ils n'arrivent pas en fait l'écologie politique n'a toujours pas réussi en fait à casser ce plafond de verre qui, pour l'instant, hein, est toujours aussi fort sur les partis de l'écologie politique. Des Verts qui sont quand même particuliers en Allemagne parce qu'ils sont capables de faire à la fois des alliances avec les libéraux et la droite de Angela Merkel, mais aussi tenter parfois pour des Mais le accords avec... SPD aussi. Ça, c'est tous les partis allemands. Tous les partis allemands peuvent aller un peu plus à gauche, un peu plus à droite en fonction de coalition, en fonction à la fois le niveau en fait électoral, si on est au niveau plutôt de la ville, du Länder ou au niveau de la nation allemande. C'est typique de l'Allemagne. Enfin, c'est pas que Die Grünen. SPD aussi. Hein, ils étaient en coalition avec la CDU. Après, ils sont en coalition avec Die Linke. Hier, il y avait une grande mobilisation dans le monde contre le réchauffement climatique. En Allemagne, ouais, énormément de monde dans les rues d'Allemagne. En Allemagne, on entend dire qu'il y aurait eu plus de 600 000 personnes. 600 000 personnes. Voilà, et avec un discours des manifestants assez radical. Or, je ne suis pas certaine que la candidate des Verts allemands, Annalena Baerbock, oui, qu'elle ait totalement pris cette vague-là. C'est-à-dire qu'ils ont interdit d'une certaine manière les manifestants au SPD de se réclamer de ce mouvement. Ça ne veut pas dire qu'elle va bénéficier de cette poussée. Et je pense, et ça boucle avec le début de notre discussion, que c'est un peu
ça a à voir avec la discussion française. C'est-à-dire, au fond, la préoccupation environnementale, écologique, elle peut irriguer des partis de la social-démocratie, comme Anne Hidalgo essaye de le faire en France et comme le SPD semble pouvoir réussir à le faire en Allemagne. La question de la transposition de l'inquiétude et de la mobilisation sociale dans un vote écologique, pour l'instant, n'est pas faite en Allemagne. Et peut-être qu'elle ne se fera, ou alors elle se fera avec Sandrine Rousseau. Mais en tout cas, voilà, c'est un peu ce débat-là, à mon avis, du passage de la mobilisation et de l'inquiétude à la politique, qui, dans les formes classiques, ne marche pas. Ouais. Alors, on regardera ça, on aura le temps d'y revenir cette semaine dans Regard, que ce soit des élections en Allemagne, mais aussi évidemment le vote mardi soir. On essaiera aussi de revenir vers vous. Catherine et Pablo, on essaiera de commenter les résultats des écologistes. Tu voulais rajouter quelque chose, Catherine? Oui, juste un truc, c'est qu'en fait, je me demandais pourquoi les écolos avaient mis leur primaire à cette date-là, samedi, dimanche, lundi, mardi. Ce que je pense, c'est qu'ils ont l'intention de se nourrir, voire de bénéficier. Ils espéraient à l'époque probablement qu'il y aurait un Grünen qui serait... Absolument, et je pense que le résultat de ce qui va se passer en Allemagne va aussi faire réfléchir les électeurs et en tout cas les gens les plus engagés dans l'économie. Parce que si elle ne fait pas une très bonne performance, à Grünen, à mon avis, ça pose une vraie question pour la stratégie de Jadot. Allez, merci à tous les deux, bon dimanche. Ciao, salut.